Poutine est un homme désespéré qui le sait. 1 million de victimes en Ukraine, sans aucun résultat à montrer, entraînera probablement pour lui la perte de sa vie ainsi que de son poste. C'est pourquoi il essaie maintenant d'attaquer un pays de l'OTAN. Le matin du 19 septembre, 3 MiG-31 russes sont entrés dans l'espace aérien estonien. Les avions étaient armés de missiles RRP-37 et se dirigeaient vers la capitale de l'Estonie, Tallinn. Cela semblait être le début de quelque chose de grand. Ce n'étaient pas des drones sans pilote, comme il y a une semaine en Pologne, que Poutine peut prétendre avoir accidentellement pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN. Il s'agissait de chasseurs pilotés, armés et prêts à tirer, qui se dirigeaient vers la capitale d'un pays de l'OTAN. Des avions de l'OTAN ont été déployés en urgence. Une confrontation semblait imminente. Selon l'Estonie, c'est finalement à ce moment-là que les avions russes ont fait demi-tour après 12 minutes dans l'espace aérien de l'OTAN. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils prévoyaient, ni quelles étaient leurs cibles. Maintenant, beaucoup au sein de l'OTAN appellent à faire ce que la Turquie a fait en 2015, abattre les avions russes dès qu'ils entrent dans l'espace aérien de l'OTAN. Alors, passons en revue exactement ce qui s'est passé ce matin, ce que nous pouvons apprendre de la réponse de la Turquie il y a 10 ans, et ce que tout cela signifie pour l'avenir de cette guerre. Commençons par les faits. Voici plus de détails. Voici une information de dernière minute, une histoire en cours apparue il y a environ 1 heure. Le gouvernement estonien affirme que 3 avions militaires russes sont entrés dans l'espace aérien de l'OTAN sans autorisation vendredi matin et y sont restés pendant près de 12 minutes. Dans un communiqué sur X, un porte-parole de l'OTAN a annoncé que l'OTAN avait intercepté immédiatement les avions russes ayant violé l'espace aérien estonien. Il a ajouté « C'est un nouvel exemple du comportement imprudent de la Russie et de la capacité de l'OTAN à réagir. » Le ministre des Affaires étrangères estonien a déclaré que c'était la violation la plus flagrante de l'espace aérien du pays et la 4e cette année. Il a affirmé que la Russie testait davantage les frontières de ses voisins par son agressivité. L'incident suit une semaine où plus de 20 drones ont violé l'espace aérien polonais, poussant l'OTAN à en abattre plusieurs. Et une nouvelle incursion de drones russes au-dessus du territoire roumain près de la frontière ukrainienne. Voici maintenant les images des avions de ce matin. 2 choses importantes à souligner. On peut voir qu'il s'agit de chasseurs armés, et, en plus de cela, ils sont restés dans l'espace aérien de l'OTAN pendant 12 minutes entières. C'est très long. Et c'est une très grande distance, surtout quand on considère la vitesse à laquelle les chasseurs se déplacent. Peu importe à quel point vous êtes pro-Russie, il est difficile de soutenir que c'était une erreur. Maintenant, juste pour vraiment prouver que c'était délibéré, regardons simplement tout ce que la Russie a fait rien que ce mois-ci. Le 7 septembre, un navire espion russe a lancé des drones pour suivre les navires de la marine allemande. Plus tard ce jour-là, un Mi-8 a pénétré l'espace aérien estonien. 3 jours plus tard, 19 drones ont violé l'espace aérien polonais. Ces drones, dotés de réservoirs supplémentaires, visaient à pénétrer et s'enfoncer loin en Pologne. Le même jour, un drone a aussi pénétré en Roumanie et un autre en Lettonie. 3 jours plus tard, d'autres drones sont entrés en Pologne et d'autres drones sont entrés en Roumanie. Puis, le 14 septembre, un navire russe est tombé en panne, de façon très opportune, au-dessus d'un pipeline suédois. Ensuite, le 19 septembre, 3 avions de chasse étaient armés et prêts à se diriger vers la capitale de l'Estonie. C'est une tendance et ce n'est pas un hasard. C'est ici que je veux parler du héros de Poutine, Vladimir Lénine, qui a fondé l'Union soviétique. Et il avait une citation célèbre qui s'applique exactement à cette situation. Vous sondez avec des baïonnettes. Si c'est de la bouillie, poussez. Si c'est de l'acier, retirez-vous. Cela signifie que Poutine continuera à pousser jusqu'à ce qu'il soit repoussé par la force. Si les pays de l'OTAN ne font rien, Poutine continuera l'escalade. C'est exactement pourquoi beaucoup demandent maintenant que l'OTAN commence à abattre les avions russes dès qu'ils entrent dans l'espace aérien de l'OTAN. C'est quelque chose que les gens réclament depuis que 19 drones sont entrés dans l'espace aérien polonais. Mais maintenant, il semble même que des ministres de la défense de pays de l'OTAN, comme celui que nous avons à l'écran, le ministre de la défense lituanien, réclament de faire la même chose. La Turquie l'a fait il y a 10 ans, vous voyez ? Il y a 10 ans.
L'armée turque a abattu un avion russe qui était entré dans l'espace aérien turc quelques secondes seulement après l'incident. Et depuis ce jour, la Russie n'a plus jamais embêté la Turquie. Alors pourquoi ne pas faire la même chose? C'est la question que tous se posent. Eh bien, pour comprendre cela, nous devons en fait examiner l'incident turc plus en détail, au lieu de simplement survoler les grandes lignes. Tout a débuté en septembre 2015. La guerre civile syrienne durait déjà depuis un certain temps, à cette époque, mais c'est en septembre que la Russie est officiellement entrée dans la guerre civile. Du côté de l'ancien dictateur Bachar al-Assad, les avions russes ont commencé à bombarder les groupes rebelles, y compris ceux près de la frontière turque. Mais la Turquie avait ses propres intérêts. Ankara soutenait de nombreux groupes de différents niveaux et s'opposait à Assad. En plus de cela, la Turquie avait déjà averti que tout avion étranger violant son espace aérien serait considéré comme hostile. Puis vint le 24 novembre 2015, 2 bombardiers russes, Sukhoi 24, ont volé près de la frontière turque lors d'une mission dans le nord de la Syrie. Selon la Turquie, les avions de chasse ont pénétré dans l'espace aérien turc pendant environ 17 secondes. Les radars turcs affirment avoir émis 10 avertissements différents en 5 minutes avant que les avions ne franchissent les frontières turques. Lorsque les avions russes n'ont pas répondu, les F-16 turcs ont ouvert le feu et l'un des Su-24 a été abattu. Un pilote russe a été tué après s'être éjecté de l'avion, mais il a atterri en territoire hostile. Cependant, un pilote russe a été secouru, mais un hélicoptère de sauvetage russe a été attaqué pendant l'opération de sauvetage. Sur le plan diplomatique, Vladimir Poutine s'est beaucoup exprimé après l'incident et a annoncé des sanctions contre la Turquie. Il va s'assurer que la Turquie soit isolée du reste du monde. Mais, avec le recul, nous savons qu'il ne s'est rien passé en réalité. Poutine s'est rapidement rendu compte qu'il a plus besoin de la Turquie que la Turquie n'a besoin de la Russie. Et en plus de cela, la Russie n'a jamais vraiment tenté quelque chose comme ça depuis cet incident. Donc, il est logique que les gens réclament que la même chose se reproduise, parce que tout le monde le sait. La Russie ne réagit qu'à la force. L'exemple parfait est la Turquie, qui montre ce qui arrive lorsqu'on confronte la Russie avec fermeté. Maintenant, c'est ici qu'il est important de souligner que les dirigeants de l'OTAN n'agissent pas sans rien faire. L'article 4 a de nouveau été activé, cette fois par l'Estonie. Les pays de l'OTAN vont probablement se réunir à Bruxelles et décider des prochaines étapes. Maintenant, des réunions comme celle-ci restent très importantes, même si les gens ne les considèrent pas comme telles. Juste après, le 11 septembre, une réunion similaire à l'article 4 s'est tenue le 12, avant que les États-Unis n'activent l'article 5. Les États-Unis n'ont pas qualifié cela de réunion de l'article 4, mais l'objectif restait le même. Tous les dirigeants se sont réunis et ont décidé de la prochaine étape, puis l'article 5 a été activé. Dans cette situation, il est hautement improbable que l'article 5 soit activé simplement parce que l'espace aérien a été violé. Après tout, l'article 5 exige qu'une attaque soit menée par un adversaire étranger sur le territoire d'un membre. Cela ne s'est pas produit. Et heureusement, car au final, l'OTAN ne veut pas s'impliquer dans cette guerre si elle n'y était pas obligée. C'est pourquoi les pays de l'OTAN fournissent armes et aident à l'Ukraine, pour qu'elle se batte sans intervention de troupes au sol de l'OTAN. Voyons ce qui se passera lors de la réunion de l'article 4 et quelles déclarations seront publiées. Il est tout à fait possible que l'OTAN décide d'abattre toute future incursion russe. C'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 2015. Ce n'était pas la première fois que le chasseur russe entrait dans l'espace aérien turc qu'ils ont été abattus. Non. L'avion a été abattu en novembre 2015. Mais revenons en octobre 2015. Ce mois-là, des chasseurs russes ont violé 2 fois l'espace aérien turc, provoquant une réaction similaire à la situation actuelle. La Turquie a convoqué les diplomates russes et leur a fait savoir que ce genre de choses ne passerait pas. Ensuite, la Turquie a consulté les commandants de l'OTAN. Le mois suivant, quand la Russie a recommencé, les avions russes magiques ont été abattus. Donc si la Russie veut continuer à faire cela, si elle veut continuer à envoyer des avions de chasse après des avions de chasse dans le territoire de l'OTAN, on peut probablement s'attendre à ce que l'OTAN réagisse à un moment donné. Maintenant, la raison pour laquelle l'OTAN n'abat pas simplement les avions russes immédiatement, c'est parce que c'est exactement ce que Poutine pourrait espérer. Comme vous le savez,
Poutine a lancé cette invasion il y a 3 ans et demi, dans l'espoir de prendre Kiev en 3 jours. Et maintenant, les gens se rendent compte que l'armée russe n'est pas vraiment assez forte pour prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine. Donc Poutine veut présenter toute cette guerre comme une lutte contre l'agression de l'OTAN. Et c'est pour cela qu'il continue de repousser les limites. Il sait que le public russe va rapidement se rendre compte qu'il a détruit l'avenir de la Russie, causé plus d'1 million de victimes, et qu'en fin de compte, il a accompli très peu de choses. C'est justement pour cela qu'il souhaite intensifier la guerre. Parce qu'à l'heure actuelle, il est très peu probable que Poutine puisse justifier cela auprès des citoyens russes et des oligarques russes. Récemment, j'ai reçu Garry Kasparov dans notre podcast, qui est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Mais il était aussi citoyen de l'Union soviétique, et il comprend l'histoire russe mieux que quiconque avec qui j'ai pu discuter. Alors je lui ai posé cette question. À un moment donné, les citoyens russes doivent s'en soucier. La Russie perd plus de 20 000 personnes chaque mois, plus d'1 million de victimes, dont la moitié ne peut pas retourner sur le champ de bataille à cause de la gravité de leurs blessures. Alors, à quel moment cela devient-il une réalité ? Et voici ce qu'il avait à dire. Écoutons maintenant. Aussi, vous comprenez la Russie bien mieux que la plupart des gens, moi y compris, n'est-ce pas ? Donc je voulais simplement vous poser quelques questions sur l'état d'esprit russe. Parce que nous voyons ces chiffres, et je pense qu'ils ne fonctionneraient jamais ici dans le monde occidental, mais la Russie est tellement différente. L'armée russe perd 20 000 soldats, et cela chaque mois. Ils ont subi 1 million de pertes, dont la moitié ne peut plus retourner au front à cause de la gravité des blessures. Et il semble que Poutine s'en fiche. Mais humainement, il arrivera un moment où les citoyens russes s'inquiéteront du rythme auquel la Russie perd ses jeunes hommes, et ses hommes en général. Je suis peut-être naïf, je ne comprends pas la mentalité russe. Si l'histoire russe peut nous servir de guide, donc on peut apprendre que toute issue positive de la guerre renforce toujours le régime, la classe dirigeante. Que ce soit pendant la guerre napoléonienne de 1812, la Seconde Guerre mondiale, ou la guerre russo-turque de 1877-1878. Donc, la victoire a toujours été le grand moteur pour le régime, et les Russes ne se sont jamais souciés du prix à payer. La Seconde Guerre mondiale fut catastrophique. Voici les pertes. Et la qualité de la gestion de la guerre au début du conflit, était tout simplement terrible. Mais l'issue a été victorieuse et personne ne s'en est soucié. Aujourd'hui encore, le régime de Poutine exploite la Seconde Guerre mondiale comme son principal accomplissement. D'ailleurs, si vous commencez à interroger les Russes sur la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'entre eux, surtout les jeunes, ne s'en souviendraient même pas. L'Amérique et l'Empire britannique n'étaient que des alliés de guerre. Sans le pré-bail américain, la Russie n'aurait pas survécu à la première année de guerre. Mais c'est juste que cela se perd, donc c'est nous qui avons gagné, nous. Le reste importe peu. C'est une ignorance historique, mais nous sommes fiers d'avoir gagné. Maintenant, de l'autre côté, chaque défaite, et que l'on parle de la guerre de Crimée ou du milieu du 19e siècle, de 1853 à 1856, où la coalition de la Grande-Bretagne, de la France et de la Turquie a vaincu la Russie. C'est en Crimée, sur le sol russe, que cela a mené aux réformes attendues pour abolir le servage. Et on peut aussi soutenir que les réformes d'Alexandre II en 1861-1860, dans les années 1860, étaient les plus profondes réformes libérales jamais réalisées en Russie. Ensuite, vous pouvez regarder la guerre russo-japonaise de 1904-1905, une autre défaite, et la révolution à Moscou. Et puis, en fait, ce sont les émeutes, vous savez, juste... Elles étaient partout en Russie. La monarchie a dû concéder, menant à la monarchie constitutionnelle en 1917. Stallman a connu la Première Guerre mondiale et la Russie allait mal. Le régime désastreux s'est effondré. La guerre mondiale en Afghanistan et la défaite évidente lors de la guerre froide ont conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, ce n'est pas suffisant pour effrayer les Russes avec les pertes. Et aussi, n'oubliez pas que pour beaucoup de Russes envoyés sur la ligne de front, il ne reste pas beaucoup d'options. Poutine évite habilement la mobilisation à Moscou et Saint-Pétersbourg qui restent presque intactes.
Vous ne voulez pas que Poutine, il ne veut aucun potentiel. Pas des émeutes, mais juste, vous savez, c'est le Personnel d'accueil. mécontent, juste dans 2 grandes villes. C'est comme si c'était des méga-politiques. Donc si vous regardez l'armée russe, une partie de celle-ci a été recrutée dans des prisons, une autre partie vient des républiques nationales et une autre encore des régions très défavorisées. Donc les gens sont relativement bien payés et c'est, oui d'accord, je veux dire pour les familles, oui nous en avons perdu un, mais nous avons eu plus d'argent que nous ne pouvions l'imaginer. Donc ça ne va pas durer éternellement. Je suis d'accord, il y a une masse critique. Un Poutine peut aussi manquer d'argent, c'est un autre problème. Il faut payer assez pour compenser les pertes. Mais, tu sais, il se peut encore qu'il n'en ait pas assez. Juste un homme désespéré pour y aller. Mais il a encore du pouvoir, donc il a encore accès à de la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui pourrait être bien plus dangereux pour Poutine? Et c'est ce que je préconise depuis le début. Et malheureusement, cela n'a jamais été repris par les puissances occidentales, c'est de s'en prendre au cerveau. Il faut provoquer une fuite des cerveaux. Poutine peut avoir quelques millions de soldats supplémentaires pour le front, mais il a une réserve très très limitée d'ingénieurs, d'experts en informatique, de financiers, et simplement leur offrir une chance de quitter la Russie. Beaucoup ont tenté de partir en 2022, mais l'Europe et l'Amérique ont refusé, disant de rentrer. Il n'y a donc pas de problème de visa. Donc j'ai travaillé avec d'autres membres de l'opposition russe, comme Mikhail Khodorkovsky. Nous avons présenté une déclaration simple à Berlin, appelée la déclaration de Berlin. Vous savez, c'est un long texte, mais il comporte 3 éléments clés. Quiconque veut quitter la Russie doit déclarer publiquement que la guerre est criminelle, le régime illégitime et la Crimée ukrainienne. Dès que vous signez une déclaration, vous devenez un criminel en Russie, vous ne pouvez plus y rester. Donc, ensuite, vous avez une chance de partir ailleurs. Et la plupart des personnes qui saisiraient cette opportunité viennent précisément de ces catégories, ingénieurs, experts en informatique, financiers. Et ils n'en ont pas besoin, ce ne sont pas des réfugiés de Syrie ou d'Afghanistan, mais des personnes pouvant réellement contribuer à la société. Je l'appelle, en plaisantant à moitié, la Taïwan russe. Pourquoi ne pas accueillir ces personnes et affaiblir la machine de guerre de Poutine? Car il vous faut des ingénieurs, donc peut-être plusieurs centaines de milliers de ces personnes. La machine de guerre de Poutine ne s'arrêterait pas, mais serait moins efficace meurtrièrement. Non, ça c'est certain. Mais pour le faire, il faut se fixer comme objectif stratégique de gagner la guerre. C'est comme l'a dit Winston Churchill, merci de l'avoir mentionné. Donc c'est la victoire, c'est pareil. Non, ça n'a pas d'importance. Nous n'avons qu'un seul objectif, la victoire. Personne, ni Joe Biden, ni Donald Trump, ni les dirigeants européens, personne n'est prêt à prononcer le mot victoire. C'est toujours, vous savez, comment pouvons-nous sortir de ce pétrin? YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Si vous hésitez à créer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Si vous voulez lancer votre chaîne, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien dans la description ou la fiche à l'écran.